Et bonsoir à tous, on est en direct pour ce nouvel épisode de l'apéro papote. Donc je vous souhaite la bienvenue, on va trinquer ensemble et puis je vais répondre à vos questions. Comme d'habitude, ça commence à devenir un rituel et puis je crois qu'on va conserver ça à l'avenir parce que c'est quand même une forme assez sympathique pour communier ensemble et puis pour parler de sujets sérieux, sacrés, mais de manière décontractée avec ce fameux hashtag spiritualité décontractée. Je laisse le temps à tout le monde d'arriver. Juste vous dire deux petites infos en attendant. Bon, déjà, vous avez dû recevoir ma newsletter qui a été envoyée hier avec plein de nouveautés. Il y a deux infos qui ne sont pas notées lors de la newsletter. C'est demain, guidance live comme d'habitude le mercredi en face-face. Donc vous apparaissez, il faut prendre le courage d'apparaître avec moi à l'écran. Je ne sais pas encore si je le fais vers midi ou si je le fais vers 19h. Je reprécise ça sur ma story demain matin. Donc vous aurez l'info et j'espère que vous serez au rendez-vous. Après, elle est disponible pendant 24 heures sur la story. Et puis vendredi, on se retrouve à 19h bien sûr pour le tirage de l'oracle des maîtres dauphins. Celui de vendredi dernier était ultra puissant, ultra aligné. Ça a vibré très fort. Et donc merci, merci, merci. On a été nombreux à le regarder, à le re-regarder, à le partager. Il est encore disponible sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Il s'appelle Exprimer sa lumière au monde, rayonner sa lumière. Voilà. Et c'est à mon sens vraiment une pépite parce qu'on a reçu des choses très à la fois affûtées, à la fois pleines de compassion, de bienveillance et à la fois sans être dans la complaisance, avec quelque chose de l'ordre de la rectitude qui nous intimait d'être au rendez-vous. Euh, Coucou Annie, coucou Guy, coucou Jonathan, salut Valérie. Bienvenue à tous. Moi je vais trinquer du coup. Et puis si vous avez des questions, c'est le moment de noter du coup dans les commentaires et puis au fur et à mesure je vais répondre. Alors, à la vôtre. Donc, santé, un petit vin de chez moi comme d'habitude. Coucou Caroline, coucou Martine, coucou Catherine, coucou Christelle, Sandrine. Oh Ludivine, coucou, comment ça va? Coucou Sarah, coucou Marie, coucou Karine. Bon, je vais pas faire les coucous à tout le monde parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Ah Lulu. Alors coucou Fabienne, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez qu'on aborde? C'est à vous. Bon, si tout le monde n'était pas là, je retrinque. En attendant. Santé. Bonjour Myriam. Ah, je vois que ça like quand je trinque, hein. C'est bien. Ça m'encourage. Bonsoir Nadine. Bon, en attendant, s'il n'y a pas de questions qui viennent, je vais. Coucou Geneviève. Waouh, du Québec, super. Génial. Donc, du coup, je vais aborder un thème en total free. Et puis, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. Et puis, je switcherai au moment où ça vient. Ah, il y a Jonathan peut-être qui a une question. Ah, et au-dessus, il y a Sandrine qui a marqué: existe-t-il une énergie neutre? Extrêmement bonne question. Donc on va partir sur ça et puis les autres, en attendant, n'hésitez pas à poser les vôtres et à les reposer régulièrement si vous voyez que je ne l'ai pas chopé au vol, de manière à ce qu'on puisse dérouler. L'idée n'est pas de développer un point pendant X temps, mais d'apporter voilà, des informations qui vont résonner pour tout le monde. Donc je pars sur la première que j'ai vue. Existe-t-il une énergie neutre? Oui, par définition, moi je dirais que toutes les énergies sont neutres. Toutes les énergies sans exception. Et après, c'est ce qu'on en fait qui va les colorer dans ce plan-ci, comment on les regarde, comment on les utilise, et qui va rendre les choses dans notre regard, soit positif, soit négativement. En réalité, euh, rien n'est bon ou rien n'est mauvais. Tout est parfait, mais la perfection, elle rentre pas en compte dans ce levier-là de bon ou mauvais, de positif ou de négatif. La perfection, elle est autant présente dans ce qu'on considère comme bon que dans ce qu'on considère comme mauvais. Sauf qu'on a une vision de ce que devrait être la perfection. Je disais d'ailleurs tout à l'heure un post américain qui disait
quelque chose qu'on a entendu, réentendu, est tellement juste, qui disait que l'éveil, c'était se rendre compte qu'on était autant Christ que Satan, et qu'il n'était qu'une seule personne, c'était nous. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc effectivement, à un autre degré d'abstraction, quand on retombe dans la dimension incarnée, on va le traduire par du positif et du négatif, par ce côté magnétique-là, mais positif et négatif au sens vraiment neutre là aussi du terme, c'est-à-dire que c'est pas une connotation qui dirait que c'est bien ou que c'est mal, mais qui dit simplement comme une norme, un code particulier. Je pense aux aimants, à l'aspect magnétique, eh ben, il y a ce qui va attirer, il y a ce qui va répulser. Et ça n'est pas un problème, ni l'un ni l'autre. Ce sont simplement des forces, des manifestations différentes d'une seule et même énergie, mais qui va avoir des conséquences différentes. Euh, Excusez-moi, je fais une petite allergie. Donc c'est comment je m'en saisis, comment à un moment donné je suis en paix avec ça, mais comment aussi, au-delà des circonstances, au-delà de ce qui me colle à la peau dans la situation présente, j'arrive à dézoomer et à embrasser euh, le plan total plus absolu de ce qu'est cette énergie. Et là, je m'extrais totalement de la situation où j'étais, soit dans un sens, soit dans un autre. C'est vraiment comment, à un moment donné, je m'ouvre, oui, à la dimension absolue de cette énergie. Euh, Du coup, on pourrait débattre longtemps en se disant, ben, est-ce que le virus il est positif ou il est négatif? Est-ce que notre mode de fonctionnement il est positif ou il est négatif? Est-ce qu'une mémoire est positive ou négative? Mais une mémoire, elle est jamais qu'une mémoire. Et c'est ce qu'on en fait, comment on la vit et surtout comment on la synthétise qui va la colorer comme limitante ou au contraire comme honorante et élevante parce qu'il y a combien de mémoires qui sont là pour nous apporter des potentiels. Donc finalement, ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Alors je vois qu'il y a des questions, donc je glisse. Merci pour cette première. Alors, je vois, je ne sais pas s'il y en avait avant. Je remonte un peu. Non, c'est bon. Donc, il y a Karine qui dit comment être profondément heureux de vivre dans un monde dont le fonctionnement ne nous convient pas. Intéressant. Bah, peut-être en mourant à l'idée, enfin en mourant tout court, non, c'est une blague. En mourant à l'idée que le fonctionnement de ce monde ne me convient pas. Il me convient parfaitement vu que je suis créateur de ce monde. Donc après que avec mon mental j'ai des préférences, que je voudrais que ce soit autrement, ça c'est tous les discours qu'on se raconte et c'est la part de l'ego qui a le droit d'exister et qui n'est pas un problème. Mais si ce monde est tel qu'il est, c'est que il est le reflet de quelque chose qui se joue pour moi. Donc plus je rentre en résistance avec lui, plus effectivement je crée mon malheur, qui n'est pas une absence de bonheur d'ailleurs, mais qui est simplement malheur, c'est être mal en bonheur. Mais en tout cas, c'est pas le à l'heure, c'est pas le préfixe privatif du bonheur. Il ne prive de rien, c'est juste le bonheur qui n'est pas vécu en axe. Euh, et donc du coup, c'est comment j'agis face à ça. Est-ce que je suis en réaction? Est-ce que je continue de croire que ce monde ne me convient pas, qu'il devrait changer? Ou à un moment donné, j'accueille que moi aussi j'ai une part de chemin à faire vers l'acceptation et même l'accueil. Vous savez, je fais souvent cette différence entre l'acceptation et l'accueil. L'accueil inconditionnel, c'est-à-dire renouer avec la perfection de ce qui est dans ce monde-là, même s'il n'a pas forcément vocation à durer ad vitam aeternam sous cette forme-là. Mais cette forme est parfaite dans le sens où elle m'amène à recontacter des parts de moi, et une fois qu'elles sont recontactées, qu'elles sont remises en axe, réintégrées, et bien ensuite, le monde peut prendre une nouvelle coloration, mais il prend aussi cette nouvelle coloration à travers de mon regard. Et j'ai fait justement une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de ça et qui parle vraiment de comment je peux libérer l'autre à travers de mon regard, parce que à partir du moment où je contacte ce monde tel qu'il est, à un autre niveau, à un autre octave, je le vois dans toute sa perfection. Et donc du coup, j'ai plus envie de le changer. Et paradoxalement, c'est quand j'ai plus envie de le changer parce que je vois toute la perfection de ce qui est, même si je l'avais imaginé différemment, même si une part de moi aurait préféré que ce soit différent. Et bien pour autant, je l'accueille. Et là, ce monde va se révéler autrement parce que comme je le vois dans toute sa lumière, il est libre de me la rayonner en retour. Si je ne le vois qu'au travers de ce que je juge comme imparfait, comme incomplet, comme déviant, bah alors il me fait que ce miroir-là, parce que il ne peut faire le miroir qu'au niveau de lui auquel je me connecte. Donc comment être heureux, profondément heureux de vivre dans un monde dont le fonctionnement ne nous convient pas, en acceptant de remettre en cause la croyance limitante du monde qui ne nous convient pas, vu que nous ne sommes au rendez-vous qu'avec notre propre création.
Alors, nous ne créons pas que ce que nous voulons, mais nous créons ce qui est nécessaire, ce qui est juste et ce qui est utile pour nous. Et donc, même quand c'est inconfortable, même quand ça vient nous chercher, on peut se réjouir et même être profondément heureux de savoir que malgré cela, même quand on ne sait pas toujours pourquoi, même quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, même quand ça vient nous chercher, même quand c'est inconfortable, nous sommes au rendez-vous avec nous-mêmes. Merci beaucoup, Karine. Et santé. Alors, Jonathan, il y a une question. Je me refais un petit coup d'allergie, excusez-moi. Hop. Alors, j'adore coacher, je kiffe ça. Petit hic, dès que je commence à gagner une certaine somme d'argent, j'abandonne tout. Peur de l'échec, peur des responsabilités ou de ma propre... Attends, alors il faut que j'ouvre la question parce qu'elle est trop longue. Hop. Peur des responsabilités ou de ma propre lumière. Alors je vais le prendre au sens le plus général et pas simplement pour toi, Jonathan, pour que ça puisse résonner à tout le monde. Effectivement, tu as détaillé ce qui pouvait, les différentes pistes, en tout cas, qu'on peut souvent avoir en tête de pourquoi je me sabote, pourquoi j'arrête, pourquoi je me tire une balle dans le pied. Est-ce que j'ai peur de ma lumière ou est-ce que j'ai peur de mon échec? C'est un grand débat, mais finalement, on y a répondu dans la question précédente sur l'énergie neutre. Finalement, ça dépend de ce que j'en fais et bien évidemment, est-ce que j'ai peur de mon ombre ou est-ce que j'ai peur de ma lumière? C'est la même chose. Au-delà, j'ai envie d'ouvrir une autre voie qui n'est pas celle que j'aurais prise d'habitude. Mais ce qui vient là, c'est peut-être que aussi c'est moins marrant quand il y a un enjeu. Et peut-être que c'est une façon de rester frais. En fait, je vais la faire à double détente cette réponse. Je vais commencer par ça, qui est peut-être plus pour toi. Et puis ensuite, je vais en parler à un sens beaucoup plus large. Euh, des fois, on a une passion, on a quelque chose qui nous met en transe, qu'on trouve génial. Et puis finalement, on se dit, ah ben tiens, pourquoi je ferais pas ça à plein temps? Et puis quand je le fais à plein temps, eh ben, c'est plus une passion. Parce que il y a plein d'enjeux, il y a plein de pression. On n'y va plus pour se ressourcer, mais finalement, ça devient quelque chose qui prend de la place. Il y a une obligation. On peut se dire que merde, il faut que pour manger mon steak de soja, il faut que je fasse un coaching. Et du coup, c'est un équilibre très précaire d'arriver à toujours trouver cette joie en soi d'être au rendez-vous et non pas de rentrer dans une routine ou dans un fonctionnement qui nous enfermerait. Et par rapport à ça, effectivement, on peut se dire qu'il y a des réticences ou des mécanismes de sabotage, mais on peut se dire aussi que l'art est régulier, comme une forme de jeûne, comme une forme de retraite. Et le mécanisme nécessaire est mis en place comme une résolution et un garde-fou pour nous permettre de rester toujours nouveau, toujours neuf et de toujours réapprécier les choses comme si c'était la première fois qu'on y allait. Donc en soi, c'est pas un problème, sauf si tout d'un coup, j'ai l'impression que ça nuit à mon confort, par exemple. Et donc auquel cas, il y a peut-être plus quelque chose à travailler sur pourquoi je ne m'autorise pas à être confortable et quelle est la part de l'ego spirituel qui se cache derrière l'idée que il faudrait que je ne vive que d'amour et d'eau fraîche, par exemple. Si je reprends au sens plus large, on peut se demander, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, en tout cas moi j'en vois beaucoup, des personnes qui sont accompagnantes d'une manière ou d'une autre, thérapeutes, enseignantes, et puis qui galèrent, quoi, et c'est le titre qu'elles mettent sur leur profil Facebook, sur plein de choses, mais qui finalement, en réalité, ont X autres compétences et métiers à côté et aimeraient vivre de cela et ne faire que cela, mais en réalité, ça représente qu'une infime partie de leur temps. Euh, il y a plusieurs réponses à ça. Effectivement, on peut se poser la question de la lumière, on peut se poser la question de la légitimité. Est-ce que je me sens suffisamment digne, suffisamment légitime? Est-ce que j'accepte d'être mis en lumière? Est-ce que j'ai pas des mémoires qui font obstacle à cela? J'en ai parlé, je crois, aussi dans une vidéo la semaine dernière qu'on peut retrouver. Euh, mais donc ce soir, on va ouvrir encore d'autres pistes. Et notamment une qui pourrait être, et donc là, c'est pas spécialement pour toi, Jonathan, euh, mais est-ce que c'est ma place? Parce que profondément, on ne se pose pas suffisamment la question de savoir au-delà de l'envie, au-delà du désir, au-delà de la mission que je me suis assignée ou que je crois qu'on m'a assignée. C'est-à-dire, ah, genre, j'ai une mission, c'est de faire ça. Est-ce que c'est vraiment ma place? Parce que si je force autant et que ça marche pas, c'est peut-être parce qu'il y a plein de freins, mais c'est peut-être parce qu'en réalité, il n'y a aucun frein, c'est juste que je suis pas sur le
bon chemin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une voie qui peut-être avec beaucoup plus d'aisance, de naturel et d'évidence se déroulerait devant moi et avec laquelle j'ondulerais en harmonie, que je kifferais. Et parfois, je pense qu'on persiste dans des voies qui ne sont pas forcément celles qui sont le mieux pour moi, qui sont le plus faites pour moi. Alors je peux continuer à y aller parce que j'ai mon libre arbitre, mais à un moment donné, je crois qu'il y a eu aussi un effet de mode où il y a énormément de personnes qui se sont lancées là-dedans avec cette énergie du nouveau monde et certaines avec brio parce que leur énergie était attendue et que c'était juste et qu'elles sont à mon sens faites pour ça et tout un tas de personnes qui se rendent malheureuses parce qu'elles essaient de toutes leurs forces, elles se mettent parfois même en danger y compris financier alors que elles avaient une situation qui était super, elles ont créé de la frustration en se disant que elles voulaient plus de ça et que ce qu'elles voulaient c'était ça et peut-être que c'est un leurre. Et peut-être qu'elles se mettent maintenant dans une forme d'incomplétude autour de cette difficulté. Donc ça, c'est une des réponses. Et puis, il y a encore d'autres niveaux qui vont être notamment, je ne vais pas tous les aborder, quel est celui qui veut venir? Ouais, la notion d'enjeu aussi, on a parlé de l'enjeu par rapport à soi-même, par rapport à l'ego spirituel, par rapport à la part de soi qui a peur de prendre le pas, etc. Mais il y a aussi un enjeu, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup développé il y a 3 ans avec le cercle thérapeute où j'accompagnais des accompagnants justement à complètement déconstruire leur schéma de fonctionnement, leur protocole, leur façon de voir le patient, les problèmes, etc. Et je parlais de mission tout à l'heure. Je crois que souvent il y a cette idée qu'on a quelque chose à apporter. Je crois que c'est le pire des poisons. Ça peut paraître complètement paradoxal ce que je dis là, mais en réalité, je crois que dès qu'on pense qu'on a quelque chose à apporter à l'autre et qu'on peut l'aider, ben en fait c'est déjà foutu, on peut pas l'aider. Parce qu'en fait, on croit que l'autre est ce qu'il nous présente de lui et on croit qu'il a vraiment un problème. Et je crois que ne peut être un bon accompagnant que celui qui ne peut avoir de la compassion pour ce que pense vivre l'autre, mais ne croit pas à son problème. Parce que le seul moyen de réellement l'aider, c'est de vibrer tout ce qu'il est et donc au-delà de toute contingence, de pouvoir le capter et le refléter, au-delà de tous les protocoles, toutes les techniques, tous les conseils que je peux donner, c'est si je contacte la part sacrée, la part divine, la part absolue de l'autre, la part qui n'a jamais eu de problème et qui n'en aura jamais, que je peux lui permettre de se recalibrer sur sa tonalité, sur sa vibration. Et donc du coup, dès que je pense que j'ai quelque chose à apporter, et dès que, à l'inverse, euh, j'ai la peur de ne pas être toujours à la hauteur ou de faire un coup manqué, eh bien je ne suis pas dans la justesse. Je ne suis pas dans la justesse par rapport à moi, mais je ne suis pas dans la justesse par rapport aux autres. Je crois que pour résumer tous ces aspects qu'on vient d'évoquer, s'il y en a un qui serait le filigrane et le fil rouge de tous, eh bien ça serait simplement que euh, si on le fait, c'est pour notre gueule. Et ça n'empêche pas la bienveillance, ça n'empêche pas l'amour. Mais si on arrête de se leurrer en se disant qu'on le fait pour les autres, qu'on a quelque chose à amener, mais que simplement la justification que ça nous fait kiffer à nous et qu'on adore, et que peut-être on a besoin de ça parfois pour se donner de la consistance aussi, euh, et puis de la jouissance d'être dans ce contact ou ce besoin d'être au rendez-vous avec quelqu'un pour se câbler soi-même, quelque chose auquel on ne se câblerait pas, etc. X choses, peu importe, mais en tout cas qu'on kiffe et que c'est avant tout pour notre gueule qu'on le fait. Eh bien, c'est peut-être ainsi qu'on rend le plus au service au monde. C'est quand on y est et qu'on assume d'y être parce que c'est à nous que ça fait du bien. Et que si par ricochet ça fait du bien aux autres, c'est tant mieux. Mais qu'à la base, en premier plan, on y est pour nous. Et parce qu'on assume ça, parce qu'on est profondément en paix avec ça et que c'est pas juste un discours, euh, et qu'on y va du coup sans enjeu, parce que finalement on sent bien, nous, si on est bien dedans et qu'on arrête de s'obliger à faire des choses, d'être dans le service ou le sacerdoce, mais que profondément on voit combien on jouit, bah, tout se remet en place, ça redevient super fluide. Et les personnes répondent à ça aussi, parce qu'elles ne viennent pas chercher une expertise en réalité, elles viennent chercher une cohérence, elles viennent chercher une authenticité. Et donc si nous-mêmes on assume, euh, bah, du coup on va se mettre à rayonner, parce que on n'est pas en train de se départir de notre lumière ou de l'amoindrir pour ne pas effrayer l'autre, on est en train de rayonner de toute notre lumière parce qu'on est dans un parc d'attractions qu'on kiffe. Et donc du coup, c'est ainsi aussi qu'on permet à l'autre de se recabler sur sa propre lumière, de redevenir son propre soleil. Parce que soi-même,
on vibre ça et qu'on ait cet exemple. Merci Jonathan de nous avoir permis d'évoquer tout ça. Alors, je vais prendre une autre question, j'éteins mon chauffage et je vous reprends. Ouais, j'avais mis le chauffage parce que avec l'allergie c'était terrible. Le principe de polarité, oui, je pense que Guy, tu répondais donc au côté sur l'énergie neutre. Coucou Yamina, coucou Agnès, Swazig, Chantal, coucou. Alors, malheur, c'est l'heure du mal, c'est reculer dans le temps. Le bonheur, c'est le bien dans l'heure, c'est respecter le cours du temps dans les règles. Les règles qu'on corrige, on n'annule pas. Bah, Eric, c'est ton point de vue. Je le respecte. Je suis pas d'accord avec. Je pense que ça, c'est des concepts. Je pense que c'est tout ce qu'on a pu vouloir mettre dessus. Et je lance juste une interrogation. Moi, je suis pas là pour. Je détiens pas la vérité. Peut-être que toi, oui, je sais pas. Moi, non. Et je suis simplement là pour partager mon éclairage. Et en l'occurrence, pour le coup, c'est à moi qu'on le demande. Mais ceci dit, euh, je crois que toutes ces bonnes phrases, toutes ces théories, elles sont là aussi distillées pour prendre le contre-pied exactement de ça. S'il y avait du bien ou du mal, si on parle des Anunnaki, si on parle de Satan, si on parle du mythe d'Ève, de Lilith, si on part sur la mythologie, si on parle sur plein de choses, sur les mythes fondateurs de l'humanité, sur les mythes Dogon, sur les mythes Mayas, moi j'ai beaucoup étudié tout ça. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi combien, dans beaucoup, les endroits qu'on nous a présentés comme le négatif, comme quelque chose qui était justement le péché originel, l'endroit où il ne fallait pas aller creuser, ben, c'est souvent là que se trouve le plus de lumière. Et ça rejoint complètement ce que nous dit aussi la physique, vu que souvent on est là, ah, le sombre bas, et puis la lumière, ah. Mais finalement, c'est le sombre qui contient le plus de lumière parce qu'il l'absorbe, contrairement à la lumière qui va, et au blanc qui va le réfléchir. Souvent, on nous a présenté quelque chose comme dangereux, peut-être simplement pour pas qu'on l'approche. Et c'est peut-être là que se trouve justement notre divinité, que se trouve notre énergie. Et sauf que tant qu'on continue de le garder comme quelque chose d'absolu, où on s'est dit ah ben non c'est pas bien, et tant qu'on a besoin aussi de se convaincre qu'il y a un mal parce que ça nous permet nous-mêmes de nous dire qu'on est dans le bien, ben forcément il y aura toujours un mal. Parce que le mal n'est là que pour nous permettre de nous sentir meilleurs. Donc, tant que j'accepte pas ma petitesse, tant que j'accepte pas ma grandeur, l'un ne va pas sans l'autre. Jusqu'à ce que j'arrive à l'espace où je me pose même plus la question de savoir si je suis petit ou grand, finalement je suis et puis c'est tout. Mais dans cette dimension-ci, ça passe aussi par ça. Mais l'expression du mal, de la régression, du retour en arrière, de reculer dans le temps, n'existe que pour me donner aussi le sentiment que j'avance dans la bonne direction, que j'ai un coup d'avance ou que je suis dans le respect du timing, que je suis exactement là où je devrais être. Mais en réalité, comment pourrait-il en être autrement? Je ne crois pas qu'il peut en être autrement. Je crois qu'on a un libre arbitre, mais que le libre arbitre, il ne nous permet pas de remonter complètement le courant. Tout ce qui arrive est exactement ce qui doit arriver. Alors après, on peut avoir un débat sur ça. Encore une fois, moi je ne suis pas prosélyte et je ne suis pas là pour imposer mon point de vue. En revanche, dans cet éclairage, je crois profondément que si on se libère de toutes ces injonctions qu'on se met soi-même, mais aussi aux uns et aux autres, en ayant une idée de est-ce qu'ils sont à leur place ou pas. Combien de fois on voit dans des familles des gens qui se font du souci ou qui se rendent malades parce qu'ils pensent que leur enfant, leur frère, leur soeur, leur nièce, leur tante sont en train de couler, ne sont pas au bon endroit, sont en train de se perdre. Alors qu'en réalité, les gens sont juste en train de faire l'expérience qu'ils ont choisie et qu'ils ont appelé à eux pour se trouver, même si on a peur pour eux. Mais ça, c'est autre chose. Assumons les peurs qu'on peut avoir, mais est-ce que c'est mauvais pour autant? On a tout fait de mettre derrière tout ça le mauvais, le mal, et parfois on va interférer, on va s'ingérer, on va essayer de sauver l'autre, alors qu'en réalité, on ne fait que proroger l'expérience parce qu'on empêche l'autre d'aller trouver la ressource et le trésor caché. Donc c'est aussi faire preuve de confiance, c'est aussi s'accueillir, c'est aussi regarder ses doutes, ses peurs, les reconnaître et agir avec, sans forcément faire planer le doute et le spectre du mal. De la même manière, en 20 ans d'accompagnement, j'ai vu énormément de personnes venir ou me contacter par téléphone en me disant bon ben voilà, j'ai été envoûté, ça m'a été confirmé plusieurs fois, etc.
Moi, j'ai pas de problème avec ça. La magie, j'y crois. J'en ai eu des expériences assez flagrantes, y compris dans mon enfance. Donc je vois très bien. Et je suis pas dans le rejet de l'idée qu'il peut y avoir une forme de manipulation occulte. Ou de tentative en tout cas. Mais ce que je peux dire, c'est que, euh, en tout cas de mon point de vue, dans tous ces accompagnements que j'ai pu faire, dans 97, pour pas dire 19% des cas, ben, il n'y avait pas de magie noire. Dans 97 ou 18%, on se cachait derrière la magie noire pour éviter de prendre sa responsabilité. Et dans les 2 ou 3% qui restent, ben, c'est vaguement la même chose. C'est-à-dire que si j'appelle à moi le fait d'être affecté par l'extérieur, ça ne fait que révéler le fait que moi-même je ne suis pas dans mon propre rayonnement. Donc bien sûr, je peux désigner la chose extérieure comme la cause, mais en réalité, elle n'est que le facteur aggravant de la faille que j'ai, et elle ne fait que la mettre en lumière. Alors après, je peux régler le cas d'espèce, mais le cas d'espèce ne me rend pas invincible, je reste vulnérable à une autre attaque. Et donc d'ailleurs, je vais peut-être développer une psychose. Peut-être que je peux prendre simplement le cas d'espèce comme le reflet que me renvoie le miroir et ne pas confondre le miroir et son reflet, vu qu'il ne peut me refléter que quelque chose de personnel. Et donc du coup, si j'entre dans ma souveraineté, mon propre rayonnement, ne plus avoir à craindre la moindre attaque de l'extérieur, comme je l'expliquais dans la vidéo rayonner sa lumière, parce que finalement, je suis dans ma propre émanation, et dans ma propre émanation, rien ne peut m'atteindre, parce que mon enceinte se déploie, et que donc du coup, je suis dans ce qui vient de moi et qui jaillit, et pas dans ce qui vient de l'extérieur et qui pourrait m'atteindre. Encore une fois, des choses peuvent nous apparaître négatives, peuvent nous apparaître mauvaises, mal, et peut-être qu'elles prennent cette forme euh, parce que justement elles ont encore plus de sagesse et de lumière, et qu'elles acceptent dans toute leur sagesse de jouer le mauvais rôle pour nous servir vraiment. On a souvent une vision, et merci de nous permettre, Eric, d'aborder ça, mais moi, je vais être un peu encore vulgaire, mais je vomis aujourd'hui un peu le monde spirituel, niant dans lequel j'ai baigné, quoi. Ce côté dégoulinant de bons sentiments m'insupporte. Il m'insupporte parce que aussi, euh, c'est fake. Parce que c'est plein derrière de ressentiments, c'est plein de jalousie, c'est plein de... Je crois que c'est l'un des mondes en réalité les plus violents, moi, que j'ai connu. Je vous le dis, cash, quoi. Je trouve que c'est pas du tout un monde de bisounours, mais le pire, c'est que c'est un monde qui voudrait se faire passer pour un monde de bisounours. Alors que la vie, elle soit pas toujours rose, entre guillemets, c'est ok. Mais tant qu'elle ne se met pas ce vernis-là pour se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Et le petit monde spirituel, c'est un peu la même chose quand même. Et donc on est là, ah oui, ma chérie, mon chéri, oh, je t'adore, et je te prends dans les bras, et on fait des hugs, et nous on est dans l'amour inconditionnel, et on fait plein de méditations pour la paix, et ceci et cela, et on fait tourner des chaînes magnifiques pour sauver les enfants au CHU de Nantes depuis 15 ans. Et puis, nous on est élevés, nous on est conscients, nous on est éveillés. Euh, je crois que celui qui se réclame éveillé doit sérieusement se poser la question de savoir s'il l'est. Je crois que la personne qui essaie encore de sauver le monde doit se poser la question de savoir pourquoi réellement elle le fait. J'en parlais pour les thérapeutes, les accompagnants tout à l'heure, mais est-ce qu'on fait vraiment les choses pour le monde? Est-ce qu'on fait vraiment les choses pour la cause animale? Est-ce qu'on fait vraiment les choses pour la planète? Ou est-ce que on est allé suffisamment voir qu'au-delà de cela, même si c'est quelque chose qui nous importe, on a embrassé un but et une cause pour là aussi se donner de la consistance, du sens, et pour se sentir meilleur. Et je crois que tant qu'on n'a pas vu la part justement d'ego spirituel qui se cache là-dedans, et qu'on continue de se faire croire à une odeur de sainteté, et qu'en plus on l'assène aux autres comme une espèce de supériorité puante, et ben du coup, bah, le nouveau monde il risque pas de se présenter à notre regard, même s'il existe déjà, parce que même si on le souhaite de toutes nos forces et qu'on fait toutes les méditations pour la terre du monde, en réalité nous ne vibrons pas à l'énergie qui permet à notre regard de révéler ce nouveau monde qui existe déjà et qui est simplement un octave autre. Et paradoxalement, des gens qui n'ont aucune recherche spirituelle, qui ne se réclament de rien, qui vivent leur vie comme ils l'entendent, qui acceptent leurs émotions telles qu'elles sont, vivent peut-être déjà ce nouveau monde avec, en acceptant les règles telles qu'elles sont, en trouvant le moyen d'être en équilibre, en étant souvent plus bienveillant, avec moins d'attente sur les gens, moins de jugement,
plus d'ouverture, parce que ils sont centrés sur eux. Et, euh, et qu'ils arrêtent de croire à un ailleurs pour se vivre maintenant. Ils n'attendent pas non plus un autre événement hypothétique dans le futur pour vivre dans un présent. Euh, je crois profondément que la spiritualité est ce que nous sommes et pas une pratique, et que si elle devenait, si tant est qu'elle devienne une pratique, elle serait là pour nous permettre de mieux vivre ici et pas de nous bercer de doux rêves qui nous maintiennent dans une forme d'incomplétude permanente et perpétuelle. Donc, s'il devait y avoir un mal, ça serait peut-être celui-là, celui de continuer de se leurrer et de se réclamer du bien juste pour euh, essayer de se convaincre qu'on est digne et qu'on est légitime et digne de l'amour. Merci pour ça. Ouais, Nadine, le fait d'accepter ce qui est tellement libérateur. Mais alors je reviens, peut-être que tout le monde m'a pas entendu faire ce distinguo entre l'accueil et l'acceptation, à la vôtre. Je vais le refaire. Ah, super Lulu pendant la balade, avec chien. Cool. Euh, ah, super Anan Camille. Euh, Donc oui, acceptation et accueil. L'acceptation, je deal avec mon mental et je dis oui parce que je peux pas faire autrement. Donc bon, ben, je me dis, j'arrive pas à contourner la contrainte, j'arrive pas à la fuir, j'arrive pas à lutter contre, donc à un moment donné, je fais avec. Mais bon, je fais avec, ça veut pas dire que ça m'enthousiasme et que je trouve ça super cool, super fun. Et si à un moment donné, une autre opportunité est là, je prends la tangente. L'accueil, c'est tout l'inverse. C'est même si ça a été souffrant, même si j'ai lutté contre, même si je me suis battu, et certainement parce que je suis passé par toutes ces étapes, j'arrive à l'étape où je m'abandonne parce que je renoue avec la perfection de ce qui est. Même si la perfection n'est pas conforme à ce que j'aurais voulu qu'elle soit, à la forme que j'aurais voulu ou que je pense qu'elle aurait dû prendre, mais tout d'un coup, je renoue avec le fait que c'est parfait ainsi. C'était ma projection qui était erronée. C'est finalement tout le sens de Ho'oponopono. Sans étapes, je crois que je l'ai déjà détaillé, mais je sais plus ce que je dis pas. Donc peut-être je le resurvole rapidement, mais quand j'ai fait un voyage à Hawaï et que j'ai rencontré les Kauna, les chamans locaux, euh, ils nous ont dit combien, voilà, les quatre phases de Ho'oponopono telles qu'elles sont présentées. Ils nous disaient, bah, c'est très bien, sauf que c'est pas Ho'oponopono, donc arrêtez d'appeler ça Ho'oponopono, parce que déjà, il n'y a pas de pardon dans Ho'oponopono. C'est une notion judéo-chrétienne que nous, on n'a pas. Mais il n'y a même pas les étapes de gratitude, etc. Tout va de soi, et c'est qu'une seule étape. C'est quand tout d'un coup, je me rends compte que je me suis fourvoyé en pensant que il fallait que je me défende de quelque chose, et qu'à nouveau, je me relaisse couler dans le courant de la vie, parce que je vois combien elle est juste et parfaite. Et donc du coup, oui, il y a de la gratitude en redisant oui à la vie, en redisant merci à la vie, en lui témoignant combien je l'aime, mais c'est pas morcelé, c'est pas des étapes, et c'est pas un protocole que je devrais suivre. C'est uniquement me remettre en conformité avec ce que je suis, c'est-à-dire la vie. Merci de m'avoir permis de préciser ça. Et santé, Karine. Alors, il y a Perrine qui dit qu'elle a une question. Et moi, j'ai soif. Alors, j'ai une question. Comment savoir qu'une relation est toxique? Savoir lorsqu'on doit se distancier, si l'autre est un reflet, ça voudrait dire qu'il n'y a personne à fuir. Je parle par exemple de personnes. Alors, attends. Dites, ah, merci, j'adore. Alors, donc, elle parle de personnes pervers narcissiques. Alors, ouais. Alors, je vais me faire des ennemis, y compris peut-être chez les psys. Bon, ça existe peut-être sur une petite frange de la population, mais je pense que déjà il y a beaucoup de personnes qu'on appelle pervers narcissiques, comme des enfants dans les fourre-tout de l'autisme ou de l'hyperactivité ou que sais-je encore. Et beaucoup de personnes qui n'en sont pas. Je pense que c'est un des mots à la mode. Alors on a le côté lumineux, c'est flammes jumelles, et puis on a le côté
On a le côté négatif, c'est pervers narcissique, portail organique, des trucs comme ça, genre les êtres sans conscience, comme si c'était des gros sociopathes. Non, moi j'y crois pas. Je crois que la personne, elle a peut-être ses problèmes. Je n'y enlève pas sa responsabilité, mais moi la véritable question que j'ai toujours posée à des personnes, parce que enfin, des personnes qui vivaient des violences, hommes comme femmes, hein, en accompagnement, j'en ai eu plein. Euh, Toutes sortes de violences d'ailleurs, qu'elles soient verbales, physiques, sexuelles, financières. Euh, voilà, il y en a tellement. Euh, et à la fois, j'ai vu aussi beaucoup de personnes se sortir d'un cas d'espèce, s'éloigner d'une personne, et puis finalement retomber de près ou de loin dans le même schéma. Et quand c'est pas dans le couple, c'est dans le travail. Donc à un moment donné, c'est bien qu'on attire quelque chose. Euh, alors ça veut pas dire que ça blanchit totalement le protagoniste en face qui, sur ce plan-ci, doit répondre de sa responsabilité au regard des lois, de notre société, de notre vivre ensemble. Ça, c'est ok, je reviens pas sur ça. Il y a des choses qui sont interdites par nos lois de fonctionnement, et donc du coup, ben, si je porte plainte, s'il y a un procès, ben voilà, c'est ok. Je suis loin de dire que il ne faut pas, et d'ailleurs pour les gens qui suivent mes posts et mes stories, je peux pas m'empêcher, en dehors de ce que je transmets à un autre niveau, de temps en temps de faire des partages qui touchent à ça. C'est un sujet qui me touche beaucoup, la violence et l'égalité homme-femme et la maltraitance humaine en général. Donc je me lâche de temps en temps au milieu d'autres petites stories. Mais tout ça pour dire que pourquoi un être, homme ou femme, est un bourreau avec une personne et un agneau avec une autre. Parce que c'est une question de résonance, c'est pas qu'une question de jeu. C'est-à-dire que on est des aimants. Donc s'il y a une personne qui vibre sa mémoire de victime et que l'autre porte une mémoire de bourreau, eh ben forcément ça va s'attirer. Mais ça s'attire pourquoi? Pour se permettre, se donner l'opportunité de switcher la chose pour l'un comme pour l'autre. Donc, mais si en face, il n'y a pas la personne qui a la mémoire de victime, eh ben, la mémoire de bourreau, elle s'active pas. Donc ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que la personne, elle est nickel, mais en faisant ce distinguo entre exemplarité et perfection. Exemplarité, c'est l'axe horizontal, d'ego à ego, d'incarnation à incarnation, de parole, acte, etc. Et donc la personne, elle n'est pas exemplaire, elle doit répondre de ses actes. Par contre, ça ne change rien à sa perfection, cette personne, elle est aussi parfaite que tout, tout le monde, quoi. Et donc du coup, si je tombe pas dans le piège de mauvaise, alors peut-être que c'est là que je peux changer la donne. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure par rapport au bien ou au mal, si je switch à un autre octave et que je vois la lumière, alors peut-être que je permets aussi, je le délivre de mon propre regard, de la prison dans laquelle je l'ai mise, parce que je l'ai mis comme, enfin voilà, je l'ai catalogué, enfermé là-dedans. Et si je le libère dans mon regard, alors euh, tout change. C'est comment je peux me permettre ça. Euh, Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont peut-être, et je n'ai certainement pas les compétences pour dire qu'on peut ou non être pervers narcissique. Mais encore une fois, je pense que c'est surtout un fourre-tout et que quand bien même c'est le cas, euh, bah, c'est pas la panacée. Et bien sûr, ça a fait fleurir plein de conférences, plein de séminaires sur voilà, les pervers narcissiques et comment s'en protéger. Euh, mais je crois que, encore une fois, à la perfection du plan et de l'univers et de l'orchestration, et si ça existe dans notre monde tout d'un coup, ben, c'est pas pour rien. J'ai déjà partagé dans des conférences, et je vais peut-être le repartager là, mais je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai des personnes qui m'ont déjà agressé, j'ai des personnes qui m'ont menacé de mort, qui m'ont harcelé à des moments de ma vie, et, euh, et je prends ma responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que à la fois je les blanchis pas en disant ah ben super, je ne suis que béni oui oui, ah ben super, merci beaucoup. Mais à un moment donné, oui, il a fallu que j'arrive jusqu'à cet espace où je sors du ping-pong extérieur et que je revienne à pourquoi j'attire ça, comment ça peut m'aider et que j'arrive à trouver aussi l'espace de gratitude en voyant que ces personnes sont là pour me pointer du doigt quelque chose et que du coup ça doit être même des âmes qui doivent drôlement m'aimer pour accepter de jouer ce mauvais rôle dans ma vie et me permettre de m'offrir cette résolution à ce moment-là parce qu'elle était impérieuse. Donc finalement, y compris une agression est un élément neutre
Et il nous appartient de savoir ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va en faire notre tombe qu'on creuse, ou est-ce que on en fait notre tremplin? Est-ce que, je parlais vendredi de la poussée d'Archimède, est-ce que dans cette poussée d'Archimède, en me poussant dans mes retranchements, en exerçant cette pression, c'est ce qui va développer la pression inversement proportionnelle pour me faire remonter à la surface? Est-ce que parce que moi-même je ne me respectais pas, que j'avais un déficit d'estime, d'amour de moi, etc., est-ce qu'il faut que je me comprime à ce point-là d'être agressé et qu'on attente à ma propre vie pour tout d'un coup que ça explose, que ça jaillisse et que je me respecte? Mais putain, je suis pas en train de dire que la violence est bien, mais si ça joue ce rôle-là et que la personne s'en saisit pour ça, ben c'est tant mieux. Donc, euh, je peux éviter le cas d'espèce. Je peux essayer de me détourner des personnes qui m'apparaissent toxiques ou pervers narcissiques. Mais il y aura toujours un miroir pour me refléter ce que je n'ai pas vu à l'intérieur de moi et qui me mine et qui m'empoisonne. Donc, à un moment donné, le meilleur raccourci, c'est de sortir du palais des glaces et d'oser rencontrer cette part que je redoute. Si je la transpose autant sur l'extérieur, c'est que je ne l'assume pas en moi. Pas, non pas que je sois moi-même forcément un miroir direct, c'est-à-dire un pervers narcissique ou un violent, mais ça peut être de la violence que je réfrène, etc. Mais ça peut être aussi le miroir inversé. On n'en parle jamais assez, on pense que le miroir il est que dans un sens, mais non, il y a des miroirs inversés. Et donc le miroir inversé, c'est que ça m'illustre ma propre part de victime, ma part d'irrespect, qui peut prendre bien d'autres formes aussi, qui n'est pas forcément la violence telle qu'on l'imagine, mais quand je me fais mal à travers ce que j'ingurgite, quand je me fais mal par rapport à ce que je consomme, quand je me fais mal dans la dépendance affective, quand je me fais mal dans ce type de rapport, eh bien, c'est une violence. Profondément, c'est une violence qui prend une autre forme, qui nous paraît plus acceptable, qui nous paraît plus douce. Mais c'est une violence quand même. Et donc du coup, tant que je prends pas à bras le corps, non pas la résolution de ça, mais déjà le fait d'accepter, d'accueillir que ce soit là, pouvoir me regarder avec et me prendre dans les bras, y compris avec cela. Même si j'ai pas les clés pour le changer, même si je sais pas comment, même si je crois que j'y arriverai peut-être pas, que j'en ai pas l'énergie, accueillir que ce soit là. Arrêtez de me leurrer, arrêtez de me mentir. Ben, c'est déjà 95% du job de fait. Et peut-être que du coup, en face, je ne crée plus les mêmes interactions. Merci de nous avoir permis d'aborder ça. Ah, oh, Vera! Wouh! Coucou, ma belle! Ah, ça me fait plaisir, c'est cool. Ah, je suis aussi dans l'auto-sabotage, amour de l'autre, peur de me remettre en couple. Mais est-ce que tu es sûr que tu as vraiment envie? Non, parce que des fois, on est très fort aussi pour se dire ah là 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 là. Et puis en fait, parce que c'est la norme, parce que c'est la vie, parce que la société nous renvoie que la vie réussie, c'est être en couple et faire des gosses. Bah, c'est très bien, quoi, mais c'est pas le seul moyen de se vivre, quoi. C'est, donc, est-ce que c'est de l'auto-sabotage ou est-ce qu'à un moment donné, c'est aussi ton âme qui essaie de te montrer qu'il y a peut-être une autre façon de te réaliser, de te vivre et de te libérer de ces carcans? Peut-être que ça passe par le fait de se mettre en couple, mais peut-être que ça passe aussi par le fait de ne pas se remettre en couple, et peut-être que ça passe par le fait de vivre un couple, pas au sens lambda, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir enfin, je suis pas le seul, heureusement, mais moi, dans mon entourage, finalement, je me rends compte que j'ai eu voilà, des figures. Bah, je pense à mon parrain, à ma marraine, et qui ont été des personnes qui étaient établies socialement, etc., mais qui avaient des vies un peu singulières par rapport à la norme, quoi. Euh, Ma marraine, elle était elle est toujours d'ailleurs avec un homme avec qui elle vivait pas. Et c'était pas commun de voir ça, de décider de passer les bons moments, voilà, de partager le meilleur, les week-ends, les vacances, les restos, et d'être indépendant à la fois, d'avoir sa vie. Et puis un parrain qui avait bravé les normes, qui avait été marié, qui avait eu des enfants, qui a été avec des hommes, qui a été avec des femmes, qu'à qu'à écouter ce qui vibrait en lui dans l'instant finalement. Et je crois que moi, ça m'a... Je me le suis pas dit de suite, mais je crois que profondément, ça m'a montré que... bah, il n'y a pas qu'un chemin, quoi.
que on peut tellement, si on écoute ce qui est là, arrêter de se compliquer la tâche et de se créer des problèmes et des sabotages là où il n'y en avait pas, parce que simplement on était peut-être dans l'élan naturel de ce qui est là, et peut-être que demain, après, tu te sentiras de te mettre dans un couple plus normé, mais que pour l'instant, c'est pas ça qui vibre, et que c'est pas pour autant un sabotage, c'est pas forcément un problème. On a tout fait dans le spirituel d'être en tête chercheuse du problème. Ah, t'as peut-être pas un problème, quoi. Et peut-être que tu es dans le plus beau et le plus durable couple de ta vie, c'est-à-dire avec toi-même, parce que ça se joue jamais qu'avec soi, l'amour. Et les autres, là aussi, sont des miroirs qui ne sont là que pour nous refléter cet amour que nous vivons avec nous-mêmes. Donc, si tu as trouvé cet espace de toi à toi, c'est parfait, c'est pas du sabotage. Il n'y a peut-être pas de peur, il n'y a peut-être pas de désir, c'est tout pour l'instant. Et peut-être que c'est quelque chose qui changera, peut-être que ça changera pas. Et je vais peut-être être un peu iconoclaste, mais encore une fois, je sais que des fois je choque, y compris quand les gens viennent en voyage avec moi ou en formation, des fois on s'attend pas à ça, mais je sais pas, moi je vous parle de mon expérience, mais moi j'étais en couple plein de fois, très très longtemps, et à la fois parfois j'ai eu des amours éphémères, euh, et, et y compris dans ces amours ou dans ce que, ou même dans des plans cul quoi, voilà, disons le mot quoi. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on catalogue dans un camp ce qui va être de l'ordre de l'amour et ce qui va être de l'ordre d'une relation sexuelle éphémère et qui deviendrait profane d'un coup? Mais c'est pas les circonstances, quoi. C'est encore une fois la présence, la conscience et l'énergie qu'on y met. Et moi j'ai vécu des amours magnifiques qui pouvaient être voilà, juste comme ça, évanescents. Autant que des amours qui ont duré. Et je les nivelle pas, quoi. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais il y a des rencontres qui resteront à jamais dans mon cœur, même si elles ont duré une soirée, quoi. Et il n'y a pas de problème à ça. Là où il y a un problème à ça, c'est quand on systématise et qu'on va mettre dans une case le couple, l'amour, le sexe, alors qu'en fait il n'y en a pas. Ce que j'essaie de te dire derrière, c'est que l'amour est un continuum. L'amour il est toujours là et il continue. Parfois cet amour, il, est, il va se traduire dans une relation à une seule personne. Parfois il va se traduire par une relation à plusieurs personnes en même temps. Parfois il va se traduire par la succession de plusieurs partenaires dans notre vie. Mais finalement c'est toujours le même amour. Donc il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de manque. Il n'y a que des formes différentes que cet amour avec soi prend. Que cet amour que nous sommes prend. Et je dis ça parce que je vais aller un peu plus loin dans l'intimité, mais moi longtemps je me suis empêché d'avoir un... C'était mon ego spirituel, hein. Je m'empêchais d'avoir un... ne serait-ce que des débuts de relation avec des personnes parce que quand je sentais que c'était pas une personne qui allait compter dans la durée dans ma vie, je me disais c'est même pas la peine que voilà, je m'investisse. J'étais dans une vision absolue de l'amour. Et dans cette vision, ben, en fait, je franchissais pas des portes qu'il fallait aussi que je franchisse pour rencontrer. Et surtout, ben, j'avais un nivellement et un jugement qui était exactement celui que je viens de décrire, c'est-à-dire quelque chose qui est sacré et divin, dans ma haute opinion de l'amour, et puis quelque chose qui est profane et sale. Et la vie m'a amené à me libérer de ce carcan et à embrasser profondément que, pour paraphraser Francis, l'amour est parti partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'amour est partout où tu regardes, où tu es en capacité de le voir. L'amour, il est partout. Alors tu peux te dire qu'on t'utilise, qu'on te fait du mal, ou qu'on ne s'intéresse pas à toi, ou tu peux voir l'amour sans attachement, l'amour au-delà du couple, au-delà de la durée, au-delà des normes. L'amour suspendu qui est là, ce moment d'éternité, et c'est un véritable cadeau, vraiment. Donc peut-être que dans cette phase, il n'y a pas de sabotage, il n'y a pas de peur,
forcément de se remettre en couple. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui demande à se vivre pour ouvrir le champ à l'amour véritable et pas à l'amour tel que tu le vois. Merci. Ah, mais toi aussi, Vera, pendant ta balade du soir comme Lulu. Coucou Cécile. Bon, super Jonathan. Nathalie qui dit comment savoir si on craint son ombre ou sa lumière. Euh, je disais tout à l'heure que c'était la même chose. Donc en fait, c'est pareil. Je renvoie à ce qui a été dit avant. Coucou Didier. Ah bah ça va super bien et toi? Bah écoute, malgré les circonstances, moi j'adore ces circonstances donc enfin c'est pas que j'adore mais c'est qu'elle me c'est pas qu'elle si elle m'indiffère quoi en fait. C'est un peu ça, c'est-à-dire que enfin, moi ça change pas mon quotidien, ça change pas mon équilibre, ça change pas ma vie. Peut-être que je dirais pas ça dans un mois si je peux toujours pas aller nager mais pour le moment j'apprécie. J'apprécie vraiment et j'apprécie les communions que ça nous permet d'avoir. Je trouve ça vraiment précieux, quoi. Je trouve ça chouette. Dis oui, c'est un corbière, comme toujours. Je suis chauvin et je suis petit producteur à côté de chez moi. Donc oui, c'est un corbière bien râpeux, tanin épais, voilà, puissant. Les vins comme je les aime. Un jour, je fais des playlists de musique. Un jour, je ferai une, une playlist de vins. Ah, mais tiens, un jour, je l'ai déjà fait à Nantes, mais tiens, un jour, on fera un stage avec dégustation de vin en même temps. Bon, on fera la dégustation après le stage, hein, mais ça peut être un bon concept. Alors, Laetitia qui dit c'est beau cette vision de l'accompagnement. Ben ouais, merci, mais je crois que c'est profondément ça, quoi. Et que tout est accompagnement à soi et avec soi. Et surtout révéler la lumière, quoi. Révéler la lumière. Euh, Arrêter de croire vraiment profondément aux problèmes de l'autre, quoi. Dès qu'on y croit, c'est perdu. Dès qu'on y croit. Je pense, je sais pas si vous l'avez vu, j'avais fait une petite vidéo il y a peut-être un mois et demi, un truc comme ça, 2 mois, sur une petite qui était venue, enfin une petite, elle a 16 ou 17 ans, quoi, mais elle vient avec ses parents et ses parents, ils étaient mal pour elle parce qu'elle voit une psy depuis un moment et qu'on lui dit que voilà, elle avait des problèmes d'adaptation, qu'elle avait une phobie scolaire, que ceci, que cela, et puis moi je vois la gamine et puis en fait je la vois singulière, quoi. Je la vois singulière avec un monde, un univers artistique. Je dis mais tu dessines et tout, il faut absolument que... Enfin voilà, elle me dit mais oui, je passe mon temps à ça, elle est fan du Japon. Elle est trop belle, quoi. Elle a juste besoin qu'on croit en elle, quoi. Elle a juste besoin qu'on la laisse être celle qu'elle est, quoi. Et je regarde ses parents, je dis mais votre fille, elle a pas de problème, quoi. Mais lâchez-lui la grappe, quoi. Oui, elle trouve que... Oui, elle est hyper mature, quoi. Oui, elle est précoce, votre fille. Donc oui, on peut penser qu'elle est associable parce qu'elle ne se mêle pas aux gens de sa classe, etc. Mais bientôt, et quand elle ira à la fac, elle va respirer parce qu'elle va se faire des amis plus âgés et que voilà, et qu'elle sera avec des gens qui résonnent dans son monde à elle, etc. Mais vous craignez sa solitude là, vous craignez, mais en fait, elle a quand même des amis. Et en plus, au-delà, c'est aussi ces temps de solitude qui sont en train de forger l'univers dont elle va se servir ensuite pour exprimer au monde dans sa créativité. Donc en fait, tout est à sa place. Par contre, si vous-même, vous ne prenez pas en charge votre peur qu'elle se perde et qu'elle soit malheureuse, alors c'est vous qui polarisez ça et qui risquez de créer cette réalité pour elle. Réjouissez-vous, votre fille va bien. Et en plus, elle va faire des belles choses avec son univers parce que vous lui avez permis d'être elle-même. Donc continuez. Ses parents ont pleuré, mais c'était dingue de, de soulagement et de dire putain, mais comment on a pu se laisser embarquer alors que, mais oui, notre fille, elle est normale, quoi. Et putain, on l'a fait chier pendant tout ce temps en croyant que c'était de l'amour. Mais ça n'avait rien à voir avec l'amour. C'est la peur qu'on se fait régner les uns les autres, quoi. Autour d'une norme. Donc l'accompagnement, c'est aussi libérer l'autre de nos regards et de nos projections. Et donner le droit profondément d'être soi. De prendre ses chemins de traverse. Même si j'ai peur pour lui. Même si j'ai peur pour elle. Même si je préférerais qu'il ne s'aventure pas là-dedans.
Mais justement, c'est la voie de je te laisse y aller. C'est pour ça que, personnellement, euh, le côté guidance, je sais que des fois, moi, il y a des personnes, elles sont désarçonnées parce qu'elles attendraient que je leur dise, ah ben oui, il faut que tu fasses ça, faire ça, parce qu'il y a plein de caïds de ça, quoi, aujourd'hui. Mais, mais moi, je trouve ça d'une violence inouïe, quoi. Mais qui sommes-nous pour prendre le pouvoir, quoi? Y compris avec des capacités extrasensorielles à la mort moelle quoi. Qui sommes-nous pour dicter à l'autre quel serait son chemin, ce qu'il doit faire? Et je sais pourtant qu'il y a plein de personnes qui sont en demande de ça, mais pour moi, le devoir d'un accompagnant, c'est de ne pas tomber justement là-dedans. Dès que on est en train d'assouvir son propre besoin de se poser en autorité et de dire à l'autre qu'on sait mieux que lui pour lui, mais soyons honnêtes, comment pourrait-on vraiment l'aider? Sans même aller plus loin de est-ce que effectivement j'ai capté quelque chose et que je suis très fort et que je lui dis ce que j'ai capté et que ça se réalise, ou est-ce qu'à un moment donné j'ai créé ça? C'est-à-dire que j'interfère dans la création de l'autre et je pèse dedans parce que j'arrive avec toute mon assise et je l'impose. Après, tout est juste. La personne qui va aller se faire vivre ça, c'est qu'elle doit aussi asseoir sa souveraineté. Mais quand on parle de nouveau monde, est-ce que le nouveau monde, ça serait pas profondément d'accepter, d'accueillir que chacun a sa propre sagesse et que l'accompagnant est là pour soutenir, tenir la main, refléter la lumière pour que la personne se ressource à sa propre source, mais pas entretenir une dépendance, créer du chaos et se faire valoir soi-même. Si on le fait pour ça, ça peut durer encore longtemps. Ouais, être honnête envers soi-même, Camille, c'est ça. Alors, je pense que c'est par rapport à l'amour, mais du coup, j'ai tous les messages en décalage. Juste avoir confiance en la vie, Sandrine, ouais. Et ouais, Isabelle, vous avez un éveil de Kundalini. Pourquoi j'ai un serpent qui sort derrière moi? Non, je sais pas. Moi, j'évite les étiquettes. Ça aussi, c'est. Alors, j'ai cité flamme jumelle et j'ai cité pervers narcissique. Les éveils de Kundalini aussi, c'est très à la mode. J'ai souvent des personnes qui me parlent en ces termes-là et de ah ben, mon Dieu, j'ai une montée. Ok, ben je sais pas, je m'en fous. Je m'en fous parce que pour moi c'est un concept supplémentaire, c'est-à-dire que la vie en moi et le serpent de vie il est là et, euh, et voilà, et je crois que ces concepts ils résonnent plus pour moi quoi. C'est sans compter que on a une vision tellement linéaire et tellement restrictive, c'est-à-dire que bon allez je vais y aller. Euh, Alors, on considère que quelqu'un est éveillé parce qu'il a atteint un état et que on rend ça structurel, quoi. Ça y est, il a atteint une étape. Mais en fait, on touche tous à plein d'instants l'éveil et puis on se rendort. C'est-à-dire que c'est des danses, quoi, dans les ondes et dans les états de conscience. La Kundalini, c'est pareil. Notre énergie vitale, nos biorhythmes, ils montent, ils descendent. L'énergie sexuelle, vitale et spirituelle, c'est la même, mais qui monte à certains niveaux et qui se vit différemment et qui redescend. Et parfois, on va être profondément là, quoi. Et parfois, on va être là, dans nos instincts. Parfois, on va être dans notre cœur. Parfois, on va être là. Parfois, on va être là. Et si on arrête de considérer que là, c'est mieux que là, on a tout compris parce que peut-être que l'éveil, ou demeurer en éveil, et pas avoir atteint une fois l'éveil, demeurer en éveil, c'est pouvoir onduler avec toutes les strates sans en préférer aucune. Et donc du coup, cesser de considérer qu'une personne est éveillée. Moi, je suis toujours frappé. Euh, je vais pas me faire des amis ce soir, je crois. Euh, je suis toujours frappé de voir les archétypes
des personnes qui vont incarner des, euh, des enseignants, des maîtres, des intervenants. Euh, Ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui sont encore comme des enfants et qui ont envie d'avoir une personne qui leur dicte non seulement le chemin, mais qui fasse preuve d'autorité, qui cadre des personnes qui ont du mal avec la douceur, comme si c'était une faiblesse. Et puis au contraire, des personnes qui, dès que ça demande un investissement à vraiment se regarder et à creuser, ah ben non, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, et je vais aller plutôt vers le côté papillonnant du côté très girly, très en vogue dans la spiritualité, où tout d'un coup c'est papillonnant, c'est plein de propositions, mais où finalement on survole beaucoup de choses, on se fait beaucoup de bien en apparence, mais finalement on ne change pas concrètement grand-chose. Je grossis le trait, ça paraît pas très sympa, mais à la fois, pour moi la parole impeccable c'est dire ce qu'on pense, et je le pense, donc je le dis. Et je pense que je l'ai déjà dit, c'est pas un scoop pour certains, pour d'autres ça le sera peut-être. Mais je pense profondément que euh, la spiritualité fonctionne aujourd'hui comme la société classique dans la consommation, quoi, et qu'on consomme beaucoup de stages, beaucoup de livres, beaucoup de propositions en tout genre, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et j'en prends ma part en proposant. Euh, je crois que c'est même pas une question de la qualité de ce qui est proposé, ni par les uns ni par les autres. La véritable question, c'est comment on l'ingurgite. Encore une fois, on peut avoir des très bons légumes, des très beaux fruits, voilà, d'une extrêmement bonne qualité. C'est pas pour autant qu'on les digérera bien et qu'on en tirera tous les bienfaits. Ça nous appartient, comment on entre en synergie avec. Et parfois, on est tellement en train, à droite, à gauche, en train de se laisser happer par plein de choses, en train de papillonner partout, que finalement, on ne prend pas le quart du dixième de ce qu'on pourrait prendre d'un enseignement, d'une phrase, d'une méditation, parce que c'est la course infernale, parce qu'il y a des effets de mode, parce que parfois, en se faisant croire qu'on se cherche, on se fuit, et que, encore une fois, tout ça, tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on n'a pas cette sincérité-là envers soi-même, ben, en fait, ça sert à rien. Mais c'est pas grave que ça serve à rien. Mais ça sert à rien de se mentir non plus. C'est-à-dire que la spiritualité peut être aussi une fumisterie pendant laquelle on s'amuse et qui ne sert à rien d'autre que de se passer le temps et de rigoler. Et moi, ça me pose aucun problème à partir du moment où on est ok et qu'on se ment pas. En revanche, quand je me fais croire que je suis supérieur, quand je me fais croire que j'ai évolué, quand je me fais croire que j'ai changé et quand je me targue de ça auprès des autres, quand j'essaie ensuite moi-même de m'ériger à un rang supérieur pour prendre une place, alors qu'en réalité, j'ai pas gobé le dixième, du centième de tout ce que j'ai consommé, c'est questionnant, vraiment. Donc, je vais peut-être froisser des personnes. C'est pas le but, mais je vais pas m'en excuser pour autant. Euh, Parce que je crois réellement que le courage, euh, laisser agir le cœur, laisser parler le cœur, n'est pas toujours le chemin de facilité. Euh, Plus ça va, plus ça se fait avec fluidité, plus ça se fait avec douceur. Mais si à la moindre secousse, on fait marche arrière, et à l'inverse pour certains, euh, à la moindre douceur, on fait marche arrière, parce qu'il y a aussi des personnes qui restent dans les croyances et les archétypes de moi le premier, mais je m'en suis fait rire quoi. Pendant des années, c'était je me faisais faire un soin ou quoi, un accompagnement, et puis j'étais rétamé, c'était ah là là super, hein. Oh putain ça m'a mis par terre, hein. C'était vachement puissant. Pourquoi on a besoin de se dire que quand ça nous marave la gueule, c'est que c'était bon, c'était même plus fort
qu'un autre soin ou qu'une autre personne ou que ceci ou que cela. C'est quoi ce référentiel? Ben, c'est de la merde. Parce que, a priori, on n'a pas besoin de se faire violence. L'élévation ne nous alourdit pas. Enlever des voiles ne nous plombe pas. Sauf si on s'y accroche, ça c'est autre chose. Donc, du coup, on peut remettre en cause l'accompagnement de soi-même et qu'on a eu. Si on souffre, c'est peut-être que justement on s'est arraché des choses sans que toutes les parts soient devenues participatives. Et donc, du coup, on peut se poser la question de si ça accroche autant, c'est est-ce que si j'enfante dans la douleur et dans le temps, c'est peut-être que une part de moi n'avait pas été prise en compte et accompagnée. Peut-être que 90% l'avait été, mais il y a 10% qui accrochent encore, et c'est à ces 10% que je dois porter toute mon attention et mon amour désormais. Alors je vois Perrine qui dit, et justement, si on regarde les autres uniquement dans leur lumière, n'est-ce pas fake dans le sens où on n'a pas deux parts en nous, ombre et lumière? N'est-ce pas se voiler la face, de se concentrer? Ah, j'arrive pas à voir la suite. Attends, ça y est, j'ai eu. De se concentrer uniquement sur la lumière. Bonne question, excellente question, Perrine. Alors tu remarqueras que justement, quand je parle de se concentrer sur la lumière, il n'est pas question, et je crois que dans mon discours là ça s'entend, d'être complaisant, d'être béni oui oui, de dire amen à tout et de prendre les gens dans les bras et de leur dire ah ouais mais t'es trop super, tu sais qu'en cinquième dimension t'es comme ça, et puis je vois ton aura, et je vois tes ailes là déployées, oh là là si tu te voyais c'est magnifique ma chérie. Non c'est pas ça. Voir le meilleur sans épargner le pire. Et parce que justement je vois le meilleur, je n'épargnerai pas le pire, parce que je pense que l'autre peut l'accueillir. Je te parlais tout à l'heure de l'axe horizontal, exemplarité, axe vertical, perfection, divinité. D'ego à ego, d'incarnation à incarnation, on répond de nos actes, et je ne ferai pas l'économie des vicissitudes de l'ego, des velléités, des parts de nous, des jeux psychologiques qui peuvent essayer de se mettre en place, des tentatives d'emprise, etc. Mais par contre, je ne tomberai pas non plus dans le piège de penser que la personne est cela. Et c'est justement parce que je tombe pas dans ce piège que je peux lui donner l'opportunité d'incarner autre chose. Mais ça ne veut pas dire que je vais la louper. Moi, je suis gentil, je suis mignon, mais je suis pas un tendre. Hein. Et dans mes rapports personnels, je suis pas un tendre non plus des fois. Euh, Parce que je fais pas l'économie, c'est-à-dire que moi, j'ai pas peur du conflit. Par exemple, dans le couple, dans la relation familiale, dans la relation amicale, je vais au charbon, quoi. Il y a des trucs, c'est comme ça, c'est posé. Et, donc, bah, du coup, des fois, ça cartonne, quoi. Mais pour moi, le conflit participe à l'harmonie. C'est-à-dire que je suis pas pour l'harmonie de façade, je suis pas pour le vernis. Donc en fait, quand ça sort, et en plus j'enfonce le clou. Euh, Partant de là, c'est pas faire l'économie de la part que tu définis d'ombre, de la part peut-être non mise en lumière ou non axée de la personne. Bien évidemment, je vais la pointer. Je prends aussi ma responsabilité sur le fait que je laisse ça exister, mais je peux le pointer. Mais par contre, est-ce que ça change intrinsèquement la perfection, la valeur et la lumière de la personne? Je ne ferai jamais ce raccourci. Une personne peut, et je vais aller à l'extrême, violer, tuer, faire des attentats, tout ce que vous voulez. Elle doit répondre de ses actes sur le plan horizontal. Elle ira en prison, elle sera jugée, elle sera condamnée. Mais qui suis-je moi pour la juger dans sa personne, dans ce qu'elle est, intrinsèquement, dans sa valeur? Je juge son acte. Moi, je suis juriste à la base. On juge un acte, on ne juge pas une personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des droits de la défense. Que tout le monde a le droit à être défendu équitablement. Mais parce que, mais qui n'a jamais fauté, jette la première pierre, quoi. C'est facile de dire, ben moi je suis arrivé à faire autrement, dans les mêmes circonstances. Mais on ne sait pas, on peut tous tuer, on peut tous, à un moment donné, perdre pied. On peut tous avoir des accidents de vie qui nous font sombrer dans quelque chose. On peut tous, à un moment donné, se faire croire qu'on est mauvais, parce que c'est notre dernier rempart de dignité. De penser qu'on est mauvais parce qu'on essaie de se protéger du monde et des autres qui nous ont trop fait souffrir. Et donc du coup on essaie de se dire que on n'a plus besoin d'eux, et on envoie ce signal. Je suis mauvais, ne m'approche pas. Putain, mais si on tombe dans le panneau, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'économie de corriger ou de sanctionner. Je ne suis pas d'accord avec l'acte, il est sanctionnable, je le sanctionne.
Mais je continue de te tendre la main et je continue de te donner mon amour. Parce que je te vois profondément et parce que même si tu essaies de toutes tes forces de m'éloigner de toi, tu ne pourras jamais m'empêcher de t'aimer. Mais elle est là, la putain de résilience. Elle est là, l'unité dont on parle. Parce que on peut parler d'unité, on peut parler d'amour. Mais dès que la personne n'est pas conforme à ce qu'on attend, on tourne le dos. Il est où cet amour? C'est pas de l'amour. Elle est là, la complaisance. Il est là le jugement, il est là le projet qu'on a sur soi, sur les autres et sur le monde. Mais si on accueille les choses telles qu'elles sont, alors oui, je peux sanctionner comme je vais sanctionner avec un enfant. Là, le comportement n'est pas conforme. Et en revanche, j'entends ton besoin, j'entends que tu es fatigué. Et je continue de t'aimer. Je ne mets pas en doute la perfection de l'enfant, même quand tu me fais une crise. Même s'il me saoule à ce moment-là. Même si parfois je perds patience. Mais je ne remets pas en doute sa pureté. Ben, c'est pareil. Alors, je te dis pas, c'est pas en termes de pensée, c'est en termes de vibration. Attention, Perrine. Il n'est pas question de d'essayer de se convaincre parce que ça serait encore plus violent. C'est-à-dire si on se dit, bah oui, maintenant je pense à ça et que je tombe dans le déni du truc alors que ça vibre en moi, alors là, je me mets complètement en proie. Il est question de changer de paradigme et tant que le paradigme, la bascule ne s'est pas faite, je dois accueillir ce qui est. Mais par contre, c'est pas parce que j'aspire à quelque chose, même si je suis pas encore au moment où j'arrive à faire le pas, que je dois m'aveugler. Et c'est justement en gardant cette aspiration et ce point de mire que je vais pouvoir mieux y arriver. Donc c'est ça, garde ça en ligne de mire et vois que c'est ce vers quoi tu marches et c'est ce qui va t'aider à faire le pas. Bah, Sandra, j'entends et à la fois voilà, je comprends que mes discours, mes mots puissent choquer. On a chacun son histoire. Euh, Encore une fois, je suis pas en train de blanchir des gens et je suis pas en train de dire que c'est bien. Par contre, je pense que tant qu'on garde ce miroir-là et qu'on laisse la responsabilité qu'à l'extérieur, euh, ça peut pas fonctionner. Je sens que ça te fait violence, je sens que ça vient appuyer sur des choses pour toi. Peut-être que je joue le mauvais rôle, peut-être que tu es en train de me haïr à cet instant, et c'est ok. Mais si tu es là à cet instant, c'est que quelque part, même si ça te fait réagir, même si c'est douloureux, même si ça te met en colère, ça a sa place. C'est que ça résonne. Ça ne résonne pas que dans le sens de ah oui, ça résonne aussi quand ça vient tirailler, quand ça touche quelque chose qui remet en cause et je suis sûr que tu t'en saisiras. Il y a encore beaucoup de choses, mais je crois qu'on va pas tarder à arrêter. Alors, j'essaie de voir s'il y a quelque chose auquel je peux répondre en 2 minutes, mais en fait, je suis tellement en décalage sur les trucs que, ouais, en fait, j'ai répondu à des choses, mais qui étaient déjà réglées. Bon, mais je crois que c'est bon. Euh, Bah, c'était encore super. Je me suis régalé. Je resterai encore des heures. Euh, D'ailleurs, je vais reprendre les conférences interactives et puis des petits ateliers comme ça, mais qui vont être vraiment dans cet échange-là, sans thème, et où on va faire ensemble. D'un mot, on va rebondir, on va partir, et puis je vous amènerai en méditation en même temps, toucher des trucs. Et puis des fois, on sera pas d'accord, et puis on s'engueulera. Et si on se prend dans les bras après, ça sera vraiment vrai, parce que sinon, on prendra des gants de boxe et on aura aussi le droit de se frapper. Euh, Dans un cadre bien,
sécure, on va dire. Je vous fais plein de gros becs. Je vous souhaite encore une très belle soirée, un bon petit coup. J'espère que votre coup était bon. J'avais vraiment envie d'un mojito ce soir, mais j'avais pas de quoi en faire. Donc c'était encore mon petit vin rouge, mais peut-être que pour la prochaine, ce sera un mojito. Je vous rappelle que demain, on se retrouve, je sais pas encore à quelle heure, soit vers midi, soit vers 19h, comme d'habitude, sur Instagram pour la guidance en live, où vous pourrez poser vos questions et demander à participer et à être en face avec moi. Je prendrai une ou deux personnes en fonction du temps que ça prend. Et puis on se retrouve le vendredi pour le tirage en ligne de l'Oracle des Maîtres Dauphins, toujours sur Instagram. Vendredi 19h sur mon live. Plein de choses. Si vous n'avez pas reçu la newsletter, vous pouvez encore la demander. Je crois que je l'ai publiée sur Facebook déjà, avec des encodeurs, avec un programme qui me tient à cœur, que j'ai mis au point, qui reprend justement des choses que j'ai utilisées dans l'accompagnement pendant peut-être pas 20 ans, mais bien 10-15 ans, et que j'ai remis au goût du jour, et que j'ai agrémenté, et qui touche justement les deuils et les renaissances, tout ce qu'on n'arrive pas à laisser mourir en soi. Et bien sûr, c'est inhérent à des personnes, mais c'est inhérent aussi à des moments de vie, à des parts de soi. Et la renaissance ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas lâché des choses qui sont déjà mortes en réalité, mais auxquelles on se raccroche. Et donc du coup, j'ai fait un petit package pour nous accompagner là-dedans, qu'on peut réutiliser à différents moments de notre vie. Et moi, ça m'a fait faire une belle traversée en moi aussi, de le concevoir pendant plus de mois. Et puis voilà, et puis les transmissions des maîtres dauphins qui continuent. On va accueillir Champatakir au mois de mai. Je viens de finir aussi les supports. Ça va être super. Et voilà, une conférence bientôt où je vous laisse choisir le thème. Vous avez le vote qui se fait sur mon site, et vous pouvez même proposer un autre thème que les thèmes proposés. Et puis voilà, Euh, plein de choses quoi. Et je vous aime fort en fait, et je me régale vraiment avec vous. Et je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.